Et avec nous pour ce club, Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre. Merci d'être là, rédacteur en chef de Politis. Et Tatiana Renard-Barzac. Bonjour Tatiana, et journaliste politique. On va parler avec vous évidemment de la motion de censure, du discours de François Bayrou. C'était mardi à l'Assemblée nationale, hier au Sénat. Et de ses suites politiques, la motion de censure, elle est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Audrey, est-ce que François Bayrou a donné des gages aux socialistes? Oui, est-ce qu'il les a rassurés, notamment sur la réforme des retraites? C'était un poids très attendu. C'est ce que je vous dirai tout à l'heure. Dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Perpignan, on retrouve Olivier Roiran. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir dans cette émission, rédacteur en chef adjoint à Via Occitanie. Olivier, l'examen du budget, il a repris hier au Sénat. On en a parlé dans cette émission et la grande préoccupation des élus locaux, eh bien, vous les rencontrez tous les jours. Ce budget, il les préoccupe. Et oui, c'est vrai, pour les élus locaux et notamment les présidents et présidentes de départements que nous rencontrons tout au long de ce mois de vœux ici en Occitanie, la vraie problématique, vous l'avez dit, c'est leur budget 2025 puisqu'il est en lien direct avec le budget de l'État qui octroie aux collectivités locales des dotations, notamment de fonctionnement. Et certains nous disent, je pense à la présidente socialiste des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe, qu'elle ne peut pas communiquer sur un budget précis tant que l'État n'a pas voté le sien. La vraie difficulté est en même temps une certaine fierté pour ces collectivités, c'est que leur budget doit être présenté à l'équilibre, contrairement à celui de la France. Bref, une situation d'attente, même si les élus travaillent tout de même sur la base de leur budget 2024. C'est le cas de Kléber Mesquida, socialiste lui aussi, président du conseil départemental de l'Hérault. Il nous rappelait cette semaine que le budget primitif du début d'année était toujours rectifié en début d'été. Kléber Mesquida vend debout quand on lui parle d'une contribution supplémentaire de son département pour un effort budgétaire national, effort confirmé, mais visiblement minoré par le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Le président du département de l'Hérault, lui, communique régulièrement sur le fait que l'État doit à sa collectivité plusieurs centaines de millions d'euros sur les 10 dernières années. La faute à des dotations insuffisantes sur un territoire qui accueille 1000 habitants de plus chaque mois, ce qui engendre des dépenses croissantes, notamment sociales. Résultat, pour cette année 2025, le département de l'Hérault ne devrait financer que ce qui est obligatoire, comme par exemple les dépenses de solidarité ou encore les chantiers déjà engagés. Mais les aides aux communes seront versées au cas par cas en fonction des projets. La crainte, c'est de se retrouver en cessation de paiement, comme 85 départements français qui indiquaient en fin d'année dernière être en grande difficulté financière. Bref, 2025, effectivement, c'est le budget de tous les dangers pour les collectivités locales, mais aussi dans quelques temps pour le Premier ministre et son gouvernement, le Premier ministre François Bayrou et son gouvernement. Merci beaucoup, merci Olivier, merci d'être intervenu dans cette émission. On espère évidemment vous retrouver très vite, rédacteur en chef adjoint à Via Occitanie. Merci beaucoup. On va parler de ce que vient de dire Olivier pour commencer cette question du budget qui est donc revenu au Sénat hier au point où il s'était arrêté très précisément au moment de la censure. Et on l'a vu avec Olivier. Pierre, ce budget, il suscite toujours de l'inquiétude. Oui, forcément, parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle séquence qui fait suite à la séquence de la censure, où a priori les dés devaient repartir, enfin on aurait estimé que les dés auraient pu repartir à zéro avec de nouvelles négociations. En tout cas, c'était la promesse qui avait été faite de M. Bayrou, le nouveau Premier ministre, et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'y compris notamment sur la partie recettes, qui est quand même une partie hyper importante, il ne peut plus y avoir de propositions conséquentes, ou en tout cas qui viendraient justement répondre à des attentes que sont celles des collectivités, que sont celles d'un certain nombre de Français aussi qui attendent des réponses sur le plan des services publics. Alors certes, peut-être il va y avoir des ajustements, mais qui vont rester quand même très à la marge sur la question de l'hôpital public, sur la question notamment des réponses qui ont été formulées par le Premier ministre hier, notamment je pense à la question de l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, le gros du budget est quasiment acté, fait, puisqu'il repart effectivement depuis celui qui avait été arrêté par le gouvernement Barnier, arrêté au niveau des discussions du Sénat. Et aujourd'hui, s'il revient à l'Assemblée nationale, c'est visiblement pas pour apporter des bonnes nouvelles aux Français, puisque Madame de Montchalin a d'ores et déjà annoncé qu'il y avait une baisse prévue des dépenses et pas beaucoup de recettes pour pouvoir permettre à l'État de renforcer les équipes des hôpitaux publics, des enseignants, de la police. Voilà. Donc les nouvelles sont pas bonnes. Donc je comprends les craintes des élus locaux, notamment dans les collectivités.
Et c'est vrai qu'on a toute tendance à l'oublier, mais souvent, les collectivités, que ce soit sur les dépenses sociales, les dépenses aussi d'investissement, c'est-à-dire que la question du logement, on voit qu'aujourd'hui le bâtiment s'effondre. Quand les collectivités arrêtent leur chantier de construction de logement social, c'est des réponses qui ne sont pas apportées aux préoccupations des Français, parce que quand même la préoccupation principale, c'est notamment le logement, et les budgets des collectivités participent aussi de ces constructions-là. Donc ce que je veux dire, c'est que on a là, franchement, que des mauvaises nouvelles sur la question budgétaire. C'est-à-dire que quand j'entends M. Coquerel, le président de la Commission des finances et économiques de l'Assemblée nationale, expliquer que le budget est probablement pire que celui de M. Barnier, c'est assez vrai, puisque Mme de Montchalin l'a elle-même assuré. Tatiana. Bon, il y a des efforts qui ont été faits, on l'a vu hier. Au lieu de 5 milliards, c'est 2,2 milliards d'économies qui vont être supportées par les collectivités locales. On voit qu'il y a 32 milliards d'économies, 21 milliards d'augmentation d'impôts pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est un peu flou, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des grands ordres d'idées, mais on n'a pas de précision. Voilà, on ne sait pas exactement ce qui va être affecté. On sait que 2 tiers des dépenses, a priori, seront endossées par l'État. On a eu hier une petite sortie quand même qui m'a un peu interpellée sur les agences de l'État, où François Bayrou nous a expliqué au Sénat lors de son audition qu'en réalité on ne savait pas quel était le chiffre, le nombre exact d'agences et surtout combien en fait elles avaient de dotation exactement et qu'elles étaient passées quand même d'un budget, c'est quand même assez éloquent, hein, il faut quand même le dire, de 20 milliards en 2018 à 83 milliards en 2024. Bon, on voit qu'il y a quand même un petit ménage à faire dans cette histoire, mais cela dit, c'est vrai que pour tout ce qui est vraiment la priorité aujourd'hui des Français, c'est-à-dire la santé en effet, les déserts médicaux, les hôpitaux, l'école, le logement, évidemment, c'est un angle mort absolu de la politique d'Emmanuel Macron ces dernières années. Le logement, il n'y a eu aucune politique du logement. Quand on voit le nombre de demandes pour les logements sociaux, quand on voit combien les Français n'arrivent pas à se loger aujourd'hui, c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu un côté flou hier. Moi, je trouvais que la une de Libé, hier matin, sur le discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée, sur le verre à moitié bide, ça résumait un peu en fait la situation. C'est-à-dire que c'était quand même un peu un bide à l'Assemblée nationale, il faut être honnête. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu plus, il y avait un peu plus d'allant, on va dire, au Sénat hier, pour rester poli. C'était en effet plus condensé. C'est la jeunesse du Sénat qui veut ça. Oui, ça doit être ça. C'était plus condensé. Voilà, on y voyait plus clair. C'est vrai que, franchement, 1h30 à l'Assemblée nationale, on s'est dit tout ça, pourquoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a émergé. Hier, au moins, on a eu quand même quelques propositions claires. Je pense notamment, des réponses en tout cas, et qui ont dû faire plaisir aux socialistes, évidemment, sur notamment pas a priori de suppression des 4000 postes dans l'éducation nationale. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a quand même eu quelques réponses. Et sur la réforme des retraites, une sorte d'intermédiaire, c'est-à-dire que pas de gel, pas de suspension, mais en fait des améliorations qui pourraient être incluses dans un accord. Voilà. Donc on a quand même eu 2 ou 3 infos importantes. On va en parler, vous vouliez dire un petit mot avant? Oui, peut-être un point d'inquiétude aussi sur ce nouveau budget, c'est que même s'il est adopté dans les prochaines semaines, en fait, les mesures qui ont été votées, notamment d'aide aux entreprises ou d'aide aux collectivités locales, on en a parlé, ne seront pas rétroactives. Donc ça veut dire que pour le mois de janvier notamment, eh bien, ces aides n'auront pas lieu et il faudra commencer à partir du moment où le budget est voté. Donc ça aussi, c'est un point d'inquiétude. Parce que ça veut dire que ça fait partie des conséquences concrètes de la censure, Pierre. Oui, bien évidemment. Il y a des conséquences avec ça. C'est vrai que tout le monde, on l'a dit, et d'ailleurs ça a été même un peu dramatisé par un certain nombre de ministres, anciennes premières ministres de l'actuelle majorité. Renouvelle ministre. Renouvelle ministre, vous avez raison, c'est vrai, Elisabeth Borne, pour ne pas la citer, qui avait quand même expliqué aux Français que la carte vitale ne marcherait plus, que les fonctionnaires ne seraient plus rémunérés, etc. Donc bon, c'est vrai que la censure a forcément des conséquences. La question, c'est pas tant de savoir si effectivement les conséquences sont dramatiques, c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a la possibilité de mettre les uns et les autres d'accord sur un budget à minima. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que M. Bayrou semble vouloir faire des efforts, ou en tout cas faire la démonstration qu'il est capable de discuter avec tout le monde, sauf qu'on va sans doute y venir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment les socialistes peuvent crier « Hourra !» alors qu'ils n'ont quasiment rien obtenu. C'est très maigre, ou s'ils ont obtenu quelque chose, c'est de confirmer que ce gouvernement est très à droite et qu'ils vont continuer, c'est leur politique très libérale et de réduction des dépenses publiques. C'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui, quand on fait de la politique, la seule obsession, c'est de réduire les dépenses publiques. Pardon, mais quand on veut faire de la politique, on veut changer la vie des gens, on ne veut pas juste avoir des tableurs Excel dans sa tête. Et on est face à ça aujourd'hui. Et justement, on va en parler, puisque nouvelle motion de censure discutée cet après-midi à l'Assemblée nationale. La question, c'est est-ce que les socialistes la voteront ou pas? Lors de son discours de politique générale, Audrey, hier, François Bayrou, il a tenté de rassurer justement les socialistes pour éviter la censure.
Oui, un discours très court, vous l'avez évoqué, 30 minutes au lieu d'1h30 la veille. Pas de redite, mais un rappel des grandes lignes et des précisions sur la réforme des retraites, notamment un point qui était très attendu par les socialistes. Je vous le rappelle, les partenaires sociaux ont maintenant 3 mois pour remettre en chantier la réforme. Ça, c'est un bouger acquis par les socialistes, mais ils s'inquiètent. Que se passe-t-il si les discussions achoppent ou s'il n'y a pas de consensus? Est-ce que la réforme de 2023 reste d'actualité, comme l'a d'abord évoqué le Premier ministre? Voici ses précisions hier. Voilà les 3 hypothèses. Désaccord, on en reste au texte actuel. Accord complet, on fait un texte de loi. Accord partiel, on traduit l'accord partiel dans un texte d'amélioration de notre système de retraite. C'est la voie la plus franche, la plus transparente, la plus honnête qu'on pouvait trouver sur ces sujets-là. Vous l'avez entendu, ce ne sera pas tout ou rien, pas de quoi rassurer totalement les socialistes qui demandent encore des précisions en échange de leur soutien. Écoutez. Le Parlement devra alors impérativement avoir le dernier mot et débattre de toutes les options mises sur la table par les partenaires sociaux, en particulier l'âge légal de départ, qui n'est pas un tabou pour vous, et la durée de cotisation. Nous voulons vous entendre clairement sur ces questions, car le compte n'y était pas à l'Assemblée nationale, ni hier, ni encore aujourd'hui au QAG. Les socialistes qui ont obtenu une réponse hier sur les 4000 postes menacés dans l'enseignement. François Bayrou s'est dit prêt à ne pas les supprimer, à condition qu'il y ait un équilibre général du budget. Est-ce suffisant? Le PS se laisse jusqu'à cet après-midi, jusqu'au dernier moment, pour dire s'il vote ou non la censure du gouvernement Bayrou. Effectivement, on ne sait toujours pas. Est-ce que les pas faits par François Bayrou sont suffisants ou pas, Tatiana? Déjà, je pense qu'il aurait peut-être pu acter en fait les bougers, parce que c'est le nouveau mot à la mode, effectués auprès des socialistes. C'est-à-dire que, en effet, c'est vrai que hier, Patrick Kanner l'a redit. Il a dit en fait, grâce à notre intervention, il y a eu des bougers. Il y a eu notamment en effet les 4000 postes qui étaient en suspens. Il y a aussi le déremboursement, le non-déremboursement des médicaments et des consultations. C'était déjà prévu dans le budget préparé par M. Barnier. Évidemment, mais qui quand même... Voilà. Non, mais il le présente comme étant une nouveauté aujourd'hui, le gouvernement, alors que bon, il y a un certain nombre de choses qui étaient déjà actées. Cela dit, ça force quand même le nouveau gouvernement justement à aller ponctionner 1 milliard d'euros sur les mutuelles en 2025. Donc voilà, il y a quand même quelques bougers, on va dire. Mais est-ce que ça, c'est suffisant? Non. Quand on voit la liste hier égrenée justement au Sénat par Patrick Kanner, on voit bien que non, ça ne sera pas suffisant. La question de la justice sociale, fiscale, les logements, les services publics, les outre-mer, l'immigration. Alors, vous aurez quand même remarqué qu'il n'y a pas eu grand-chose sur l'immigration. On a parlé de Mayotte, on a évoqué entre lignes le droit du sol à Mayotte, mais comme par hasard, parce qu'on sait en fait que c'est... En fait, le risque, si vous voulez, pour François Bayrou, c'est de perdre sur sa droite ce qu'il va avoir sur sa gauche. C'est ça la question. C'est qu'en fait, on a d'un côté la gauche qui demande de ne pas avoir de proposition choc sur l'immigration, d'avoir une suppression ou une suspension de la réforme des retraites, entre autres. Et de l'autre côté, on a une droite, et c'est ceux quand même qui font partie aujourd'hui, il faut bien dire, du socle commun. Et c'est d'ailleurs ce que revendique Laurent Wauquiez en disant que c'est un soutien exigeant. C'est d'abord, évidemment, fermeté en matière d'immigration avec une nouvelle loi sur l'immigration. Par ailleurs, pas de bouger justement sur la réforme des retraites, ne pas détricoter. Et puis de l'autre côté, vous avez les macronistes qui, eux, ne veulent pas qu'on mette en cause le bilan, évidemment, d'Emmanuel Macron. Donc c'est en effet un exercice d'équilibriste. Vous souvenez-vous quand François Bayrou avait dit « moi j'ai un Himalaya à gravir », là c'est un triple Himalaya parce que c'est vrai qu'il est pris en fait comme ça en sandwich, si j'ose dire, entre ses futurs alliés et ses anciens alliés et ses actuels alliés. Et c'est compliqué. Mais c'est vrai que pour les socialistes, en fait, au-delà de ce qu'ils vont arriver à obtenir ou pas, ce qui se joue, en fait, quelque part, c'est leur indépendance et c'est leur survie au sein du NFP ou pas. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. C'est qu'en fait, là, cette motion tout à l'heure, en fin de journée, elle est tout à fait symbolique. On sait très bien qu'a priori, la majorité socialiste ne la voteront pas. On ne sait pas qui va la voter ou pas. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce qui va se passer par rapport à la France insoumise, parce que Jean-Luc Mélenchon a bien menacé. Et ça, on va y revenir sur les divisions de la gauche et du NFP, mais sur les bougers. Effectivement, c'est le nouveau mal à mode de François Bayrou. Est-ce que on est à égalité? Est-ce que là où les socialistes ont fait un pas, François Bayrou a fait un pas, ou est-ce qu'on est toujours dans un déséquilibre, pour vous, Pierre? Moi, je ne sais pas. Si on prend au mot et à la lettre ce qu'avaient annoncé les socialistes, c'est-à-dire qu'ils rentraient dans la négociation en disant « nous, à minima, ce que l'on veut... » Enfin, on partait quand même de l'abrogation, et après, ils ont dit « à minima, on veut la suspension », puis après, on est passé éventuellement un gel temporaire. C'est-à-dire, en termes de hiérarchie des exigences,
les socialistes ont déjà revu à la baisse un certain nombre de leurs exigences. Ils n'ont rien de ces trois-là. Ils n'ont rien de ces trois-là. Voilà. Donc comment peuvent-ils aujourd'hui expliquer aux Français, ou en tout cas à leurs électeurs, que leurs exigences étaient telles qu'aujourd'hui ils se retrouvent avec des miettes? Alors certes, des miettes sont toujours à prendre. Effectivement, les 4000 suppressions d'emplois dans l'éducation nationale, c'est une bonne chose. Mais même sur les retraites, Olivier Faure, il dit c'est remis sur la table. Il y a renégociation. C'est la première fois, c'est un acquis. On est parti de l'abrogation, on est passé à la suspension, on arrive au gel. Une fois que tout ça a été abandonné, il y a eu la proposition d'Olivier Faure. Il est quand même allé s'offrir un 20 heures pour dire... nous proposons effectivement que, quoi qu'il arrive, après ces discussions, on passe par un vote. Même ça, il ne l'a pas obtenu. C'est-à-dire que le seul vote qu'il peut obtenir, c'est s'il y a des améliorations apportées à la loi. Et je vais vous dire une chose, franchement, je suis sûr, je vous mets mon billet, on en reparlera dans 3 mois, que M. Bayrou est un malin et qu'il obtiendra un accord. Je ne peux pas croire aujourd'hui que la CFDT, qui est par exemple un syndicat très réformiste, toujours prêt à dire, nous, on est prêt à discuter, et quitte à ce qu'on obtienne des miettes, et on les aura parce que ce sera des choses qu'on peut obtenir. Vous voyez, par exemple, sur la question de la pénibilité, on peut imaginer que les syndicats et le patronat se mettent d'accord sur 1 ou 2 critères de plus à ajouter dans le texte. À partir du moment où il y a une amélioration, ça repasse au Parlement. Donc M. Bayrou aura gagné la partie. Il aura obtenu un accord et ce sera compliqué pour les députés de gauche de ne pas voter quelque chose qui va dans le bon sens. Donc c'est là où je ne comprends pas les socialistes. C'est-à-dire qu'ils n'auront absolument rien gagné et ils auront offert une quadruple victoire. Une quadruple victoire parce qu'ils auront offert une victoire à la droite, cap à droite est maintenu au gouvernement. Ils auront offert une victoire à LFI parce qu'ils auront finalement donné raison à Jean-Luc Mélenchon qui disait que ça ne servait à rien d'aller négocier parce qu'on n'obtenait rien. Une victoire à M. Bayrou qui n'est plus menacé s'il ne vote pas la censure. Et enfin une victoire à Emmanuel Macron parce qu'il aura obtenu enfin la division de la gauche. Voilà, donc je ne vois pas ce que les socialistes ont à gagner. Par ailleurs, demain, si la motion de censure est votée par les socialistes, elle ne sera pas votée parce qu'on sait d'ores et déjà que l'extrême droite ne la votera pas. Donc il n'y a pas de menace particulière d'effondrement ou de blocage institutionnel de ce gouvernement. Donc je ne comprends pas aujourd'hui la position des socialistes qui est un peu hésitante, si ce n'est pas très clair. Mais quand ils disent ce qu'ils disent ces derniers jours, qu'eux, ils ne sont pas là pour des calculs politiques, mais qu'ils sont là pour apporter des choses qui changent la vie des Français. Qu'est-ce qui change la vie des Français, franchement? Moi, je ne sais pas, mais si on regarde aujourd'hui, ce qui préoccupe le plus les Français, c'est quand même la question salariale, la question de la santé, la question de l'éducation, sans doute les questions de sécurité aussi. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui améliore le quotidien des Français? Vous pouvez prendre tous les Français, quelles que soient leurs conditions, et qui écoutent M. Bayrou à la tribune de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il y a dans le discours qui va changer radicalement la vie des Français? Rien. Il y a quand même 6 Français sur 10 aujourd'hui qui sont pour le retour à 62 ans, il faut quand même le dire. Donc c'est évidemment une réforme qui est portée par les Français. Le pouvoir d'achat, en effet, est crucial pour les Français. Je pense que des discours comme, par exemple, celui de Gabriel Attal, il y a quelques jours, là, en expliquant que, en fait, la paresse n'a pas lieu d'être et que le travail doit être le mantra de tout, je suis pas sûre que ça parle aux Français. C'est-à-dire, je pense pas que ce soit une question de paresse. Je pense que ce sont des gens, et souvent avec des métiers pénibles, en effet, qui ont commencé à travailler tôt, qui considèrent qu'ils ne doivent pas crever, en fait, au travail, et ils ont envie de partir, en fait, pour pouvoir profiter aussi de la fin de leur vie, et c'est tout à fait normal. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce discours-là, un peu moralisateur qui, je pense, ne passe pas auprès des Français. Mais c'est vrai aussi que les socialistes sont pris en fait en sandwich parce que d'un côté, il y a en effet cette question de l'amélioration. Certains disent en fait c'est une sorte de droit de veto en fait qu'on donne au MEDEF parce qu'en fait, pas de gel, pas de suspension et en fait quelque part juste amélioration s'il y a en effet possible sur les pénibilités, sur les carrières hachées, sur l'égalité homme-femme, etc., sur les seniors évidemment, ça c'est possible. Mais s'il n'y a pas d'accord, c'est le MEDEF en fait qui sort gagnant puisque de toute façon il y aura un blocage. On revient à la réforme de 2023. Deuxième chose, par rapport à les électeurs aussi. C'est vrai qu'il y a des divisions très importantes aujourd'hui au sein du PS parce que sur les marchés, en fait, les Français disent aux socialistes, nous, on veut de la stabilité. Donc, aidez-nous à retrouver cette stabilité pour pouvoir retrouver aussi notre pouvoir d'achat, avoir des mesures concrètes pour notre quotidien. Donc, ne votez pas la censure. Donc, ça aussi, c'est très compliqué pour eux. Et puis, troisième chose, où ils sont pris en sandwich, c'est avec évidemment LFI, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a une menace qui est brandie. Il y a la menace d'abord d'être exclu du NFP, mais surtout, ce qui est derrière ça, c'est surtout les circonscriptions. Il y a les municipales qui arrivent, il y a les présidentielles qui arrivent, il y a les législatives anticipées qui vont sûrement arriver. Et évidemment, les législatives, c'est un problème pour certains d'entre eux parce que beaucoup ont été élus, en fait, dans leur circo, grâce aussi à cette alliance. Allez. Et donc, évidemment, là, les socialistes se retrouvent dans une posture extrêmement inconfortable. Mais c'est aussi ce qui s'était posé au moment des législatives, hein, c'est la question de leur autonomisation par rapport à la France insoumise. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de se détacher. On a vu en fait ce qui se passe avec la France insoumise. Le discours de Claude Malhuret hier au Sénat était très anxiogène mais très intéressant. Il a eu des mots extrêmement durs en parlant d'une secte, d'un gourou.
de Kalachnikov, de vote de la censure à la Kalachnikov. C'était très dur, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez réel en fait sur aujourd'hui la situation inextricable dans laquelle on est, où en fait, s'il n'y a pas de compromis, si aucun parti n'est capable de dire qu'on arrive à faire ce que font nos voisins européens, alors on va droit dans le mur. Parce qu'on peut repousser le déficit, on peut se dire qu'on ne fait pas 5, mais 5,4, mais cela dit, on a encore 5 ans au moins d'efforts à faire. On a une dette abyssale de plus de 3 000 milliards d'euros. On est aujourd'hui dans le rouge absolu. Pierre Moscovici nous dit on ne s'achemine pas vers un scénario à la grecque, mais cela dit, il va falloir vraiment se serrer la ceinture. Il faut qu'on soit conscient de ça, il faut que nos partis soient à la hauteur de cela. Vous parliez des divisions à gauche, Tatiana. On va écouter Clémence Guettet, la vice-présidente de l'Assemblée, députée insoumise. Elle était l'invitée ce matin de France 2. Le Parti socialiste, à chaque étape, joue son prochain congrès. Ça n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, C'est-à-dire, c'est une bataille des ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les Français et ce sont les gens à qui on a fait des promesses. On leur a promis d'abroger la réforme des retraites. On défend aujourd'hui des gens qui viennent nous voir avec des larmes dans les yeux en disant « je n'y arriverai pas à bosser 2 ans de plus ». Voilà, c'est une question pour les gens de dignité. Et donc, ils méritent d'avoir un candidat qui défend finalement le programme du nouveau Front populaire. Et donc ils seront exclus de fait du nouveau Front populaire. Ils s'excluront de fait du nouveau Front populaire. Voilà ce que disent les Insoumises, qui est d'ailleurs la une de Politis. Est-ce qu'on est sur une vraie fracture désormais du nouveau Front populaire ? Sur l'alliance de la gauche, j'ai souvent été très optimiste, là où vous étiez souvent très pessimiste, chère Oriane, sur l'avenir de cette coalition. C'est vrai que là se joue quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que alors, tout ne se joue pas sur cette censure, parce que demain, il y aura le débat sur le budget, et peut-être les socialistes reverront leur copie. Mais c'est vrai que je peux comprendre pour l'ensemble des partenaires du nouveau Front populaire qu'il y ait une forme... que les socialistes, les écologistes, les communistes aient choisi l'option de « on négocie ». C'est plutôt tout à leur honneur. Ils ont été jusqu'au bout de la démarche pour essayer d'obtenir des choses. Bon, force est de constater que la plupart des partenaires du nouveau Front populaire ont considéré qu'il n'y avait rien d'obtenu. Enfin, ils n'ont absolument rien obtenu. Les socialistes semblent considérer que c'est un peu différent. Et si ils sauvent la peau de M. Bayrou en offrant cette victoire à la droite, cette victoire à Emmanuel Macron, cette victoire à Jean-Luc Mélenchon aussi, parce qu'encore une fois, c'est lui donner raison que de ne pas signer cette censure, je ne vois pas très bien comment cette coalition peut tenir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un vrai désaccord stratégique, mais aussi un désaccord sur le fond. C'est-à-dire que considérer qu'on peut valider presque un budget comme celui qui est en train d'être construit, qui est pire que celui de M. Barnier, qui a pourtant été censuré, ça serait totalement incohérent vis-à-vis de l'ensemble de la déformation du NFP. Donc je ne sais pas s'il y aura des oukases, des exclusions ou que sais-je. Peut-être que les socialistes vont aussi revenir je ne veux pas dire à la raison, mais en tout cas... mais ça ne laissera pas de trace pour vous quand bien même les socialistes décident cet après-midi de voter la censure ? Si les socialistes votent la censure, non. Je pense qu'ils expliqueront qu'ils ont été jusqu'au bout de la démarche, qu'ils ont considéré qu'ils ont été tournés en bateau. Donc du coup, ils en tirent les conséquences et qu'ils ne signent pas d'accord avec M. Bayrou. Et je pense que ce serait ce qu'il y a de plus raisonnable. Je ne vois pas ce que les socialistes ont à gagner, y compris vis-à-vis de leurs électeurs et de leurs sympathisants. Dans cet accord, il n'y a absolument rien à gagner. Même si, comme Tatiana, selon les sondages et effectivement, selon certains retours, les électeurs demandent de la stabilité. Mais la stabilité, elle sera là. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un acte symbolique. D'abord, l'acte symbolique, c'est de considérer que le nouveau Front populaire est une force soudée qui va dans le même sens. Et demain, si la censure est votée par le NFP, elle ne passera pas. La question se posera sans doute au moment du vote du budget, mais c'est là la responsabilité de M. Bayrou que d'offrir aux députés quelque chose d'équilibré. Là, on est dans une étape symbolique. Le Premier ministre n'a pas voulu soumettre aux députés un vote de confiance. L'arme pour les députés, c'est de proposer une motion de censure. Donc, c'est le jeu institutionnel. Et demain, M. Bayrou ne sera pas menacé. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, il y a un acte symbolique fort des socialistes que de revenir du côté de la maison NFP et de dire, voilà, on fait bloc ensemble, on n'est pas d'accord avec ce discours de politique générale, et évidemment, nous votons la censure. Il y a une division stratégique très importante au sein des socialistes aujourd'hui, qui considèrent, certains considèrent en effet qu'il ne faut pas voter cette censure pour une raison justement de stabilité, pour écouter justement ce que disent leurs électeurs sur les marchés, etc. Et d'autres considèrent qu'il faut voter cette censure parce que c'est important en fait de préserver cette unité justement du nouveau Front populaire, avec évidemment des arrière-pensées aussi électorales, bien évidemment. Cela dit, c'est vrai que là, en fait, ce qui va se passer cet après-midi va donner en fait une coloration du futur en fait du NFP.
l'AFP, du futur de cette gauche plurielle. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Les écologistes et une majorité de communistes, a priori, devraient voter la censure. Peut-être, a priori, une majorité de socialistes ne voteront pas, a priori, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, la censure. Ce qui se passe, c'est exactement, je reviens quand même, pardon à ça, mais le même débat qui s'est passé au lendemain des législatives. Au lendemain des législatives, il y a eu un débat au sein de cette gauche plurielle pour savoir si les écologistes et les communistes allaient un peu se désolidariser de la France insoumise et allaient essayer de former une sorte de groupe, pas les communistes, mais les écologistes, avec des socialistes, etc., ou s'ils allaient rester dans le giron de LFI. Et c'est les écologistes qui se retrouvent en fait à être la variable d'ajustement, si j'ose dire, pardon, à être les négociateurs en chef, à être les casques bleus entre les socialistes et la France insoumise. Aujourd'hui, on voit que les écologistes se rangent plutôt du côté de la France insoumise, mais aussi pour une raison simple, c'est parce que beaucoup doivent leur circonscription, il y a les municipales qui arrivent, il y a pas mal de maires écologistes aussi, à la France insoumise. Il y a aussi une question de réel politique. Cela dit, sur le fond, il y a aussi une question de responsabilité politique. Et c'est ça, en fait, qui traverse aujourd'hui beaucoup de députés socialistes avec qui vous parlez en off. Il y a en fait une idée, si vous voulez, qui est de dire, nous, en fait, on a un parti de gouvernement. On est certes dans l'opposition, mais on veut revenir au pouvoir. On est arrivé à se reconstruire, et vraiment, ils sont renés leur cendre, c'est ça aussi la réalité. On est en train de prendre notre indépendance par rapport à la France insoumise, et on a intérêt à le faire. Et de l'autre côté, évidemment, on a Jean-Luc Mélenchon qui, lui, brandit des menaces parce que son intérêt, évidemment, c'est de les garder en son giron. Mais en fait, je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi la question de ne plus laisser entre les mains du RN l'avenir d'un gouvernement. Et je pense que c'est ça aussi qui est pris en considération par les socialistes, qui, encore une fois, sont quand même aussi un parti assez responsable, ils l'ont montré par le passé. Et donc, en fait, ils ne veulent pas laisser les clés de l'avenir du pays au RN. Et même si le RN, aujourd'hui, a dit qu'il ne voterait pas la censure, et à la fois, on ne sait jamais ce qui peut se passer, attention, on n'est pas à l'abri de surprise, mais bon, a priori, non. C'est vrai, et je pense qu'ils ont raison aussi de faire ce calcul-là. Mais on aura quand même une surprise cet après-midi en décomptant sur les 66 députés socialistes qui ne votent pas la censure et qui, au final, en fait, se rangent du côté de la France. Vous pensez qu'il n'y aura pas une position commune actée par Olivier Faure et Boris Valle? Peut-être pas. On verra. Pierre, peut-être pas. C'est a priori, en tout cas, c'est ce qui a été communiqué hier par le Parti socialiste. Il y a une dernière réunion qui doit acter la position du Parti socialiste. Olivier Faure va faire une déclaration officielle qui devrait acter la position du Parti socialiste. Mais évidemment, Tatiana, vous avez raison. Et je pense que les téléspectateurs ne sont pas non plus totalement dupes de ce qui se joue là aujourd'hui. Je pense qu'il y a une volonté, et Olivier Faure, qui a été un des grands artisans du nouveau Front populaire, a été quand même très, très critiqué sur ces deux oppositions quasiment au sein du Parti socialiste, et qu'il est poussé à, effectivement, de plus en plus se distinguer de la stratégie de la France insoumise. Je pense que c'est une erreur, d'abord parce qu'il y a eu un jeu de rééquilibrage politique. C'est vrai que la France insoumise a été un parti quasiment hégémonique à gauche pendant 4, 5, 6, 7 années quasiment, et que là, d'élection en élection, que ce soit les dernières élections européennes ou les élections législatives, il y a un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Parti socialiste et la France insoumise font jeu égal. Donc, dire qu'aujourd'hui, si le Parti socialiste devait censurer et dire que ça voudrait dire que, ça y est, il est revenu sous le joug de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment une force équilibrée. Et c'est vrai que les écologistes se retrouvent un peu tiraillés entre les deux. Mais c'est là où je pense qu'on se trompe souvent d'analyse, c'est que les insoumis ne sont plus aussi forts qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon parle plus fort qu'il a voix prépondérante aujourd'hui à gauche. Les socialistes ont leur partition à jouer. Il faut rappeler quand même qu'ils sont aussi présents, et ici au Sénat, on le sait combien ils sont présents et ancrés dans les territoires, dans les collectivités, ce que n'est pas le cas des insoumis. Et par ailleurs, ce rééquilibrage, il s'est opéré, on l'a vu, avec un bon score du Parti socialiste aux européennes et aux législatives, où ils ont doublé leur nombre de députés. Et très vite, Tatiana, pardon. Qui à la présidentielle arrive, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un candidat entre-temps, il y a eu des élections. Il y a eu un rééquilibrage, mais c'est vrai que vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et on suivra évidemment cette motion de censure. Ce sera cet après-midi. Avant de se quitter, on regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Et à la une, c'est l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. En effet, l'Alsace, le Télégramme et les DNA mettent en une cette trêve conclue enfin. Après 15 mois de guerre, un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza a été trouvé entre Israël et le Hamas. Il prévoit aussi que 33 otages israéliens retenus depuis le 7 octobre soient libérés lors d'une première phase et les autres dans la suite du processus. Vous le voyez en une, la joie des Palestiniens de Der al-Bala dans la bande de Gaza et sur le Télégramme, le soulagement des familles d'otages israéliens.
La Charente Libre s'intéresse, elle, aux écoliers médiateurs. Peut-être une piste de solution dans le cas de conflits scolaires à Angoulême. Une association de médiation forme les enfants à apaiser les cours d'école. Les jeunes volontaires apprennent à repérer, à résoudre les conflits à hauteur d'enfants en discutant sans prendre parti grâce à ces petits médiateurs. Les conflits sont beaucoup moins nombreux, ils dégénèrent aussi moins vite. Évidemment, ça ne résout pas tout, mais justement, dans les cas les plus graves, dans les cas de harcèlement par exemple, ils peuvent être des vigies pour signaler ce que les adultes auraient pu manquer. L'Est républicain met en lumière le métier de compagnon. Eux qui sont 1300 à avoir œuvré à la reconstruction de Notre-Dame, une formidable vitrine pour ces charpentiers, menuisiers, plombiers. L'origine du compagnonnage, j'avais pas facile à dire celle-là, remonte à 5 siècles et il s'appuie sur la transmission. Après une formation, les compagnons entament un tour de France pour aller former à leur tour d'autres compagnons. Il y a une inquiétude autour de ces métiers qui sont accessibles dès 15 ans, la crainte d'une baisse des effectifs à cause de la réduction des aides accordées tous les ans aux entreprises qui prennent des apprentis. Alors les compagnons cherchent d'autres pistes de financement. Allez, on termine par du foot. Les petits poussés ont brillé hier en Coupe de France. Oui, regardez, la joie en une du Dauphiné libéré. Comme des lions, les joueurs du FC Bourgoin-Jallieu, qui évolue en National 3, ont fait tomber l'Olympique lyonnais lors d'une séance de tir au but. Ça ne passe pas en revanche pour le club amateur d'Espali qui affrontait le PSG. Mais l'Éveil et la Montagne le soulignent, ils ont fait honneur la tête haute en résistant longtemps, en inscrivant même 2 buts. Ça, je sais que ça vous fait très plaisir, Oriane, vous qui supportez l'OM. Et le PSG s'impose finalement 4-2, mais bravo à Espali qui a failli créer l'exploit. C'est vrai, bravo à eux. Merci Audrey, merci beaucoup. Merci Tatiana d'avoir été avec nous. Pierre, la une de Politis. C'est exactement ce dont on a parlé. On en a parlé, effectivement, un entretien avec le patron des Insoumis, Manuel Bompard, qui prévient ses camarades du Nouveau Front Populaire. Et puis il y a un très beau reportage aussi en direct de l'Ukraine, fait par Pauline Mijon à lire en ce numéro, qui est un très beau numéro, et aussi beaucoup d'analyses sur le RSA et les retraites. Beaucoup de choses cette semaine dans Politis, et c'est à lire. Merci beaucoup Pierre Jacquemin. Merci à tous de nous avoir suivis. L'émission, elle est à écouter ou réécouter en podcast sur notre site internet et toutes les plateformes d'écoute. Vous avez rendez-vous à 18h avec Thomas Hugues pour Sens Public et vous suivrez cet après-midi la motion de censure discutée à l'Assemblée nationale. On se retrouve demain. Très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le